Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis content de vous revoir, vraiment. J'espère que ça ne se verra pas trop parce que vous savez, je ne suis pas vraiment dans les sentiments. Mais enfin, faites attention, en tout cas, je suis très heureux que vous soyez là si nombreux, que vous ayez bravé le froid. Faites attention, ça glisse, vous risqueriez de vous casser quelque chose. Moi, j'ai pris les devants, mais on parlera de la fonction anticipatrice de l'histoire un peu plus tard. Vous avez vu, maintenant, on est devenu vertueux. Hein. Rien ne vous emporte comme le spectacle de la vertu. Oui, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Hein, ne vous affligez pas. Je vous rappelle quand même que Franz Beckenbauer a joué une demi-finale de Coupe du Monde avec la clavicule cassée. Au Mexique en 1970 contre l'Italie, mais je dois aujourd'hui, évidemment, parlant de l'amour, changer un petit peu mon système de référence. Après la mort, vous l'avez compris, l'amour, certes, cette fois-ci, je ne vais pas faire semblant de chercher longtemps mon titre, il s'impose à moi avec naturel, je dirais presque avec nonchalance. J'ai donné un cours en 2020 sur la peste noire et j'avais décidé de l'intituler simplement, cette simplicité ne laissant pas de m'étonner, la peste noire. Puis, l'année suivante, après ce cours sur la peste noire, un cours intitulé Après la peste noire. Puis, plus rien, un blanc, ou plutôt, comme on dit au théâtre, un noir. L'année dernière, j'ai fait relâche et voilà que je décide cette année, tandis que le rideau se relève, de consacrer mon enseignement aux politiques de l'amour. Politique, le mot vaudra d'être défini, affiné, affermi, et il le sera assurément dans les séances qui viennent, mais ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est même pas une introduction, je n'ose pas dire des préliminaires, mais en tout cas un prologue en pente douce, puisque après la peste et après la peste, je vous propose aujourd'hui une séance dont le titre est « L'amour après la peste ». Donc jusque-là, tout va bien. Peut-être vous souvenez-vous de ce texte puissant et poignant de Guillaume de Machaut, le jugement du roi de Navarre, écrit en 1349, qui faisait gronder jusqu'à nous les horribles merveilles de la tempête épidémique, tandis que la peste plie l'ordre du temps chez Pétrarque, dédoublant le monde entre un avant et un après. Elle le froissait chez son strict contemporain, Guillaume de Machaut, elle bousculait les événements, elle les renversait, cul par-dessus tête, et dans ce temps-là, dans ce temps des faits, on mettait à mort des Juifs. Oui, il y eut tout cela, mais un jour, on en est sorti. C'est ce que raconte Guillaume de Machaut. Tant que la morille, la mort, rôdait en liberté, le poète restait enfermé dans sa chambre, comme un épervier, écrivait-il, un épervier qu'on met en cage pour attendre qu'il mue. Et il faudrait, pour comprendre l'image, évoquer toute la littérature courtoise qui associe la chasse au vol à la conquête amoureuse. Mais c'est un chant d'oiseau qui, un jour, chassa sa mélancolie. Il se mit à la fenêtre et un ami le prévenait, viens, sors, ceux qui demeurent, entendez, ceux qui ne sont pas morts, sont en train de faire la fête, ils vont à la noce, ils se marient, ils jouent, ils chantent, ils jouent des instruments de fête. Car la mortalité des bosses, qu'on appelait épidémie, était de tout pain épanchi et que les gens plus ne mouraient. Alors reviennent motets, rondeaux, virelettes, qui peuvent enfin rimer, chansonnettes et amourettes. C'est le retour effectivement des grandes chevauchées et de l'amour conquérant. Et tout cela, dit Guillaume, comme s'ils n'eussent rien perdu. L'amour après la mort, appelons cela le printemps. C'était le 6 avril 2021, devant un amphithéâtre dépeuplé par l'épidémie, mais ce n'était pas encore le retour des jours heureux qu'on nous annonçait un an plus tôt. Aussi, lors du premier cours de la seconde saison, le 4 janvier 2022, après la peste noire, donc, je vous retrouvais avec une histoire plus inquiétante encore, ou en tout cas plus sordide,
celle du narrateur mélancolique de la lettre sur la peste à Florence en 1527, que la philologie venait alors tout juste de réattribuer à Machiavel. Cet arpenteur du désastre, selon le modèle thucydidéen bien connu de la peste des Athéniens, décrivait une ville en proie au dérèglement des mœurs. Les hommes qui craignent la mort ne se sentent plus tenus par les lois et s'abandonnent à la débauche, tel est le motif littéraire. Et Machiavel lui-même, dans cette satire grinçante, offrait le désolant spectacle d'un vieux débris, ceux qui, paraît-il, font l'honneur de la nation et du cinéma français, qui traque les jeunes veuves affligées pour abuser d'elles. Et dans cette histoire navrante, où le désir profane la peine des endeuillés, Machiavel, évidemment, parodie Boccace. Il le parodie de manière éhontément grotesque, puisqu'il ne peut échapper à un lecteur de ce temps qu'il y renverse la scène de parole du Décaméron, dont on a vu ensemble, et il faudra évidemment y revenir, qu'elle valorise grandement la cause des femmes. La tourmente épidémique alimente le feu des récits chez Boccace, et celles et ceux qui décident de tromper la mort en se racontant des histoires, celles et ceux qui tentent d'en tisser un labyrinthe où la peste va, il l'espère, elle l'espère, s'égarer et peut-être les oublier, celles et ceux-là, disons, ciel-là, forment une communauté politique de devisants qui sont surtout des devisantes. 7 femmes, 3 hommes dans ces corps parlants. Est-ce une proportion suffisante pour justifier l'écriture inclusive? Elle nous permet donc de déstabiliser la domination masculine de l'ordre du temps, puisque le trouble dans le genre affecte aussi notre manière d'étager les temporalités. L'amour après la peste, mais également l'amour pendant la peste, et aussi l'amour contre la peste avec Boccace. Mais ce n'est pas fini, ce renversement, parce que le Décaméron, on l'oublie trop, place même l'histoire de l'amour avant la peste. Rédigé dans le feu de l'épidémie de peste à Florence en 1350, le Décaméron, c'est entendu, commence par un incendie, mais pas celui qu'on croit. C'est l'incendie d'un cœur amoureux. On dit souvent que la description de la peste est le prologue du Décaméron, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le prologue, c'est le récit cadre de la première journée, le vrai prologue. Il met en scène un chagrin d'amour. Le narrateur fut un jour brûlé brûlé outre mesure d'un noble et très haut amour, oltremodo. Voici donc déjà la démesure, celui du feu excessif qu'un désir peu réglé avait suscité dans mon esprit, je cite. Or, voici l'histoire. Un ami l'a consolé un jour, ce qui lui fit la fraîcheur d'un apaisement tel que c'est à cela que je dois. J'en ai la ferme conviction de n'être pas mort. N'être pas mort. Douleur de l'amour, deuil de l'être aimé. Le Décaméron, c'est vrai, se donne d'emblée comme une littérature de consolation. Il nous enseigne l'art de n'être pas mort alors que quelque chose d'essentiel est mort en nous. Qui ça, nous? Les dames délicates, d'abord. C'est pour elles qu'écrit Boccace. Et qui niera que ce réconfort, si mince soit-il, doivent être donnés bien plus aux charmantes dames qu'aux hommes. Mais revenons à Machiavel. Peu importe que ce motif de la débauche sexuelle en temps de peste soit en grande partie une fiction politique que rien ou presque n'atteste dans notre documentation, sinon comme hantise. Car il ne s'agit pas ici d'amour, ou plutôt il s'agit d'une de ses modalités, le sexe et l'effroi.
C'est-à-dire cette fascination pour l'obscène qui est, comme l'a montré Pascal Quignard, la source commune de la pornographie et du puritanisme. Fascination pour l'obscène, c'est d'ailleurs trop dire, c'est une tautologie, puisque le mot latin de fascinus dit à la fois l'un et l'autre. Voici peut-être pourquoi on trouve tant de figures priapiques parmi les 3000 enseignes de pèlerinage qui avaient été retrouvées au fond de la Seine par les archéologues en 1860, des plombs historiés, disait-on alors, qui forment la collection d'Arthur Forget, du nom du savant qui les adressa à Edmond de Sommerard, conservateur du Musée national du Moyen-Âge à Cluny, et comme l'a montré Zrinka Stahuljak dans ce livre essentiel qui va aussi nous accompagner cette année, l'archéologie pornographique, eh bien, cette petite collection, dans la grande collection des enseignes de pèlerinage qui étaient pornographiques, restera dans l'enfer du musée jusqu'en 1998. Et qu'est-ce qu'on y voit? Des pénis qui prennent le bateau, qui s'envolent à tire d'aile quand ils ne sont pas rôtis par des vulves qui, elles-mêmes, peuvent partir à la chasse en chevauchant des ânes. Les unes s'ouvrent grand comme un œil, quand les autres dressent leur regard comme un dard. Archéologiquement datés des années 1350-1500, ces objets ont pu être interprétés comme des badges apotropaïques dont l'obscénité rejetait le mauvais œil en temps de peste. Alors Forget en a produit, à la fin de sa vie, un petit catalogue séparé, un opuscule dont il espérait, écrivait-il dans l'avant-propos, qu'il ne serait pas feuilleté hors du centre des gens graves, nous. Il l'intitula Priapé, et voilà pourquoi je parlais du sexe et l'effroi, car l'élégie érotique romaine, Ovide, et la peinture pompéienne constituent l'un des horizons de référence aujourd'hui encore de notre compréhension de l'usage des plaisirs dans les sociétés anciennes. Mais notre sage sigillographe y demeurait effrayé par sa découverte, dont il tentait d'éteindre le scandale par quelque interprétation raisonnable. Ainsi, la femme chevauchant un phallus peut susciter cette idée. L'humanité qui s'abandonne à la pente bestiale finit par n'être plus maîtresse d'elle-même. Ben oui, ça doit sûrement être ça. Mais cela dit, il serait trop facile de moquer le moralisme de l'historiographie ancienne quand il faudrait au contraire débusquer celui d'aujourd'hui, y compris dans ses manifestations les plus apparemment subversives, et qui trouvent, on le verra, à se teinter aisément d'un étonnant sentimentalisme, y compris dans les textes les plus apparemment politiques. N'attendez pas de moi, en tout cas, que je défende en histoire la morale des catégories rigides qui sépareraient l'amour profane de l'amour sacré, celui des hommes, des femmes, des hommes et des hommes, des femmes et des femmes, l'aristocratie des beaux sentiments et la débauche des humbles, le noble raffinement de l'amour courtois contre le rire gras des fabliaux, la poésie du fin amour et les romans de l'amour fou, l'amour du vin et celui des livres, la chair et l'esprit, aimer d'amour et aimer d'amitié, c'est tout cela qu'on tâchera d'embrasser en une histoire sociale qui sera sinon totale, du moins plurielle et inclusive, pourvu qu'elle ne se laisse pas réduire par, disons, l'histoire doctrinale des langages de l'amour. Et d'ailleurs, même si on s'intéresse à ces doctrines, et on le fera évidemment dans le cadre de la pensée médiévale, tout entière, je le rappelle, animée par une translation arabo-latine des concepts grecs, on débouche sur une conception unifiée d'une métaphysique de l'amour comme force motrice de l'univers. Celle de Dante puise à la fois dans les conceptions thomistes et avéroïstes pour faire de la géographie de l'au-delà, de la comédie, un ordo amoris, selon la hiérarchie de nos attachements. C'est-à-dire que ceux qui ont aimé Dieu iront en paradis, le purgatoire accueillera ceux qui se sont laissés égarer à aimer de mauvais objets,
ou par trop peu de vigueur, écrit le poète, et l'enfer est promis à ceux qui n'ont pas su aimer, ou seulement aimer, ou alors ils ont aimé, mais seulement pour tromper. Et c'est toujours le même amour, mais il n'a pas la même valeur parce qu'il n'a pas la même visée. Voilà pourquoi notre conception édulcorée de la passion amoureuse nous égare, car l'amour n'est pas une passion. L'amour les anime toutes. Thomas d'Aquin le dit fort clairement au 2e livre de sa Somme théologique, où on lit ceci: « Toutes les passions de l'âme découlent d'un unique principe, qui est l'amour. » Principe, s'entendant ici, évidemment, comme principe de mouvement, premier moteur, de ce mouvement de la créature rationnelle vers sa fin. Et sa fin, c'est effectivement le sujet même de ce traité des passions qu'est le livre 2 de la Somme théologique. Je cite encore, « Il est donc manifeste que tout agent, quel qu'il soit, accomplit ses actions en vertu d'un amour. La pulsion de savoir, par exemple, la libido sciendi, est, et on ne s'en offusquera pas, pour le docteur Angélique, le plus impérieux des désirs, mais c'est une des modalités du pur amour. Donc une métaphysique de l'âme, mais qui obéit strictement aux lois de la physique, aussi impérieuses que la gravitation en ces 3 mouvements que sont l'inclination, le désir et le repos. L'amour est un penchant de l'homme, sa pente naturelle, là où il chute d'une certaine manière, il n'élève jamais. Et voilà pourquoi on dit encore aujourd'hui qu'on a pour quelqu'un une inclination, un penchant. Et si l'on s'approche de trop, évidemment, on risque de tomber amoureux. Alors, on aime, c'est-à-dire qu'on souffre. Pâtir, dit encore Thomas, c'est être attiré vers ce qui agit sur vous. Être attiré vers ce qui agit sur vous. Nul doute donc que pour le Moyen-Âge, mais pas seulement, l'amour est une maladie, et qui plus est, une maladie sans remède. Ovide a certes fini par écrire, pour répondre aux critiques formulées contre son Ars Amatoria, et il a écrit en l'an 2 de notre ère, un poème intitulé Remedia Amoris, les remèdes de l'amour, et ces 814 vers sont d'ailleurs ont été transmis durant tout le Moyen-Âge dans des manuscrits qui compilaient des lectures scolaires. Donc c'est un texte qui est très bien connu, mais au fond, on n'y croit pas vraiment. On pense qu'il n'y a pas de remède à l'amour. On pourrait d'ailleurs dire que du XIIe au XVIe siècle, les réécritures médiévales de l'art d'aimer d'Ovide s'inscrivent dans une chronologie qui correspond à celle de cette chaire, disons d'André le Chapelain à Marguerite de Navarre, dont on parlera évidemment, et où se déploient nos politiques de l'amour. Mais celle-ci ne dévie jamais d'une certitude, il n'y a pas de remède au mal d'aimer, sinon la fuite et la mort. Car la première maladie contagieuse, c'est la maladie d'amour. Constantin l'Africain, un médecin tunisien qui est devenu moine au Mont Cassin au XIe siècle, la nomme Amor Héréos dans le Viaticum qui lui est attribué, mais qui en réalité est la traduction du Zad al-Musafir, viatique du voyageur, d'Ibn al-Jazr. Et on y lit que la passion amoureuse, qui est traitée dans ce chapitre comme une maladie du cerveau, comme une altération de l'imagination, très voisine de la mélancolie, eh bien, au fond, elle informe toute la culture médiévale. Par exemple, la description par Dante de la rencontre de Béatrice produit un trouble de la vision, une altération de son esprit, un ébranlement de son corps, et est tout entier gouvernée, cette description, tout entière gouvernée par le motif de la fascination et de la contagion chez Avicenne, à l'issue de laquelle l'amour vient se loger
dans son cœur. En 1469, dans le commentaire sur le banquet de Platon, texte qui aura une immense influence sur le XVIe siècle, sur la théorie de l'amour, sur l'iconographie évidemment de la peinture de la Renaissance, Marcille Ficin situe donc ce mal d'aimer entre la fureur et la mélancolie. C'est une idée fixe, affectio cogitationis, comment on la contracte en tant qu'elle rabaisse l'humain dans une espèce de folie, eh bien on la contracte par une fascination, écrit Ficin dans le 7e discours de son commentaire, c'est-à-dire que les esprits sanguins, légers, volatiles, sortent des yeux de l'amant et s'emparent du cœur de l'aimé. Et comme l'a montré Aurélien Robert, cette fascination par le regard correspond à une croyance gréco-latine passée au filtre de la médecine d'Avicenne et ensuite transmise à la fois à la théologie, par exemple Roger Bacon, qui qui le dit dans les termes de l'optique arabe d'Al-Kindi, et transmise aussi à la littérature courtoise, puisque l'amour au premier regard est évidemment le grand thème du roman de la Rose. Nous retrouvons donc ici la force du fascinus, y compris dans ses manifestations les plus obscènes, comme celle des enseignes de plomb dont je parlais précédemment, mais citons une dernière fois Marcille Ficin, la contagion de l'amour s'opère facilement et devient la peste la plus grave de toutes. Et voilà exprimée une articulation secrète entre l'épidémie et la sexualité qui nous met sur la piste d'une compréhension, disons, défolklorisée des rapports entre la peste et son érotisation paradoxale. Et de fait, qu'est-ce qui m'arrive si je tombe malade ou si je tombe amoureux? Le pouls qui s'emballe, le sang qui se fige, les nuits blanches, le souffle court, je rougis, je transpire. Les symptômes de la maladie d'amour ne sont pas sans rappeler ceux de l'épidémie. Et pas seulement au Moyen-Âge. Faisons un détour par la littérature contemporaine. J'ai toujours aimé les épidémies, a déclaré Gabriel Garcia Marquez. Et si la peste, chez Albert Camus, métaphorise la guerre, le choléra, chez Gabriel Garcia Marquez, métaphorise l'amour, et notamment dans L'amour au temps du choléra, paru en 1985. Ce temps du choléra dure longtemps, 50 ans, pendant lesquels l'épidémie trame et traîne, 50 ans, qui n'ont pas raison de l'amour juvénile de Florentino Arrizzo, poète et violoniste, pour la belle et cruelle Ferminia Daza, qui, elle, a préféré épouser un médecin fortuné, le docteur Juvénal Urbino. Parce qu'un jour, le médecin a été appelé au chevet de Ferminia, dont on craignait qu'elle ait contracté une maladie. Alors il s'est penché vers elle, il a dégrafé son corsage. Elle n'est pas malade, mais lui le devient. Voilà qu'il est contaminé. Et comme on dit dans les romans sentimentaux, il succombe à ses charmes. Mais c'est proprement les charmes au sens du filtre d'amour de Tristan. C'est un poison. Bon. Mais pendant ce temps-là, Florentino n'oublie pas son amour de jeunesse et attend la mort du mari pour la reconquérir. « Tu confonds l'amour et le choléra », lui dit sa mère. Bon, mais il n'écoute pas sa mère et de fait, l'un comme l'autre, la peste et le choléra, frappent au hasard, s'échappent, s'absentent, se fait oublier, mais finit toujours par revenir. Qu'est-ce, en somme, pour nous, aujourd'hui, que l'amour? Il ne s'agit pas d'une émotion, il ne s'agit pas d'une passion, mais de ce qu'en phénoménologie on appellerait un état de conscience, ou plutôt un vécu de conscience, le plus intense peut-être des vécus de conscience. Ce vécu est provoqué en moi par moi, et je laisse de côté la question de Saint-Augustin, mais aussi de Claudel, de savoir s'il n'appartient qu'à moi d'aimer, aimer, mais aussitôt ressenti, il déborde ma subjectivité puisqu'il inclut autrui, cet autrui précis qui est l'être aimé, en tant qu'il est une référence
intentionnel. Je parle toujours ici le langage de la phénoménologie husserlienne. Toujours visé, même si je ne l'atteins pas, surtout si je ne l'atteins pas, selon évidemment la lyrique des troubadours. Écoutons Phèdre, dans la 3e scène du premier acte, quand elle dit son amour pour Hippolyte. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler, je reconnus Vénus à ses feux redoutables, je, aimer, pour Phèdre, c'est éprouver des vécus de conscience indifférents à leur objet supposé, et voilà pourquoi l'amour peut si vite se retourner en haine. Mais on ne peut s'arrêter à ce constat trivial de l'amour comme auto-idolâtrie, car en poursuivant l'analyse phénoménologique, comme le fait Jean-Luc Marion dans ses Prolégomènes à la charité, 1983, on débouche sur l'extase de la croisée des regards et l'amour se définit alors, je le cite, comme l'acte d'un regard qui se rend à un autre regard en une commune insubstituabilité. Nul autre que moi, nul autre que lui ou qu'elle, et entendons bien ce qui se dit là, dans l'expression « se rendre à un regard », on s'y rend comme au lieu d'un rendez-vous, on s'y rend comme une reddition sans condition. Je croyais que tu aimais Jean-Luc Marion. Vous savez, c'est une... J'ai failli le mettre sur le PowerPoint, mais finalement, non, vous le verrez sur YouTube. C'est une scène de comment je me suis disputé ma vie sexuelle, d'Arnaud Desplechin. Il y a Mathieu Amalric qui veut faire un cadeau à Emmanuel Devos, et elle lui offre Prolégomènes à la charité de Jean-Luc Marion. Elle dit je croyais qu'elle n'est pas contente. Elle dit t'aurais pu m'offrir un cadeau quand même, un vrai cadeau, des bijoux. Tu as toujours été nul avec les filles, ça a l'air calé. Bon. Et il dit je croyais que tu aimais Jean-Luc Marion. C'est très drôle comme scène, vous la verrez. Et ce n'est pas inintéressant aujourd'hui pour comprendre le devenir sexy et pop de la pensée catholique réactionnaire, parce que c'est ça quand même. C'est de cela dont il s'agit, et on en est là, d'une certaine manière. Mais au fond, justement, ça, c'est quand même un très beau livre, et on y reviendra. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que les catholiques traditionnalistes qui renvoient toute possibilité d'amour à l'amour de Dieu, qui font de la caritas le pilier de toute politique de l'amour. C'est aussi un grand thème historiographique. Reste que, je le répète, c'est un livre d'une grande beauté et qu'il nous faudra aussi affronter cette question cruciale pour l'histoire médiévale des rapports entre la chair et l'esprit, caro et spiritus, dont on a catégorisé l'opposition comme une matrice analogique de la société, puisque si j'ai choisi ce thème cette année, c'est aussi pour questionner la toute-puissance du théologico-politique comme matrice des pouvoirs en Europe occidentale, en proposant d'autres généalogies du gouvernement des modernes. Mais enfin, ne nous emballons pas, nous avons tout le temps devant nous pour parler de tout ça, et je voudrais rebondir en repartant d'une image, celle qui somme l'affiche du cours de cette année. Je vais tenter d'expliquer pourquoi c'est elle qui m'a arrêté, cette image. Elle fait partie d'un ensemble conservé à la Pierpont Morgan Library de New York et que les inventaires désignent, faute de mieux, comme un carnet de dessins. Sa matérialité, d'ailleurs, vaut d'être décrite précisément. Il s'agit de tablettes de buis recouvertes d'une préparation à la craie blanche que vient inciser un dessin au stylet métallique. Cette technique est décrite par le peintre florentin Cennino Cennini dans le 5e chapitre de son Libro dell'arte comme une pratique d'atelier qui est destinée à entraîner les apprentis à l'étude du trait graphique. Et de fait,
l'examen à l'ultraviolet des surfaces montre qu'elles ont été effacées plusieurs fois et que l'on peut distinguer dans l'épaisseur du palimpseste 2 campagnes d'utilisation. La première, à demi effacée donc, peut être attachée à l'art parisien des années 1350-1360 dans le style courtois de Jean Pucelle ou du maître du remède de fortune. La seconde est plus vive, plus expressive, et semble plutôt caractériser les années 1385-1400, donc 30 ans plus tard. Ces têtes vigoureusement naturalistes, ces figures en buste, ont été attribuées, peut-être de manière un peu aventureuse, à Jacquemart de Hesdin, enlumineur d'Artois, passé au service du duc Jean de Berry, pour lequel il contribua aux très fameuses, très riches heures. Enfin, si ce n'est pas lui, c'est son atelier, et en tout cas, par exemple, la manière dont l'artiste de la fin du XIVe siècle a malicieusement figuré, vous le voyez, un galant barbu qui s'agenouille devant une noble dame dessinée une génération avant lui, exprime la claire conscience d'un changement d'époque. Qu'on les attribue ou non à Jacquemart de Hesdin, ces figures du second groupe ont été toutes interprétées comme des portraits royaux. Cela explique pourquoi ces esquisses intègrent très vite les collections princières. On les a rapprochées notamment d'un objet de René d'Anjou conservé au château d'Angers et décrit comme suit dans un inventaire de 1472, item, une tablette de buis à 8 feuillets où sont les portraitures tirées de plomb du roi de Sicile, de la reine, de feu Monseigneur de Calabre et autres seigneurs. Et c'est intéressant parce que, évidemment, on est à un moment, 1400, disons, celui qu'a évidemment bien montré l'exposition du Louvre de 2004, Paris 1400, les arts sous Charles VI, sur le catalogue duquel je m'appuie. On est à un moment qui est caractérisé par une nouvelle recherche de la ressemblance au vif, qui caractérise l'art princier. Ainsi, le roi Charles VI commence à être reconnaissable. Christine de Pisan décrit ses traits un peu longuets, grand front et large, avec un haut nez assez et la bouche non trop petite. Et il est reconnaissable notamment dans la statuaire contemporaine, ici les statues de Jean de Berry, que Jean de Berry a fait placer sur la cheminée de la grande salle de son palais de Poitiers en 1389. On en voit ici des moulages, ont des physionomies qui sont encore un peu, on va dire, fondues dans le drap solennel des idéalisations royales, mais le visage singulier y perce, qui est notamment marqué par la calvitie de Charles VI. Et plus nette encore est la représentation du roi Charles VI agenouillé au pied d'une vierge à l'enfant, trônant sous la treille fleurie de ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie qu'est le Goldenes Rossel, du nom de ce chevalier hennissant qu'un valet en bas, vous le voyez, peine à contenir. Car cette scène de fiançailles mystique de Marie avec l'enfant qui tient l'anneau, est traitée comme un petit théâtre du désir. On sait par ailleurs que cet objet de luxe, en or émaillé et ciselé, orné de saphirs, de perles, de rubis, fut offert par Isabeau de Bavière à son époux Charles VI lors du Nouvel An 1405. Et dès lors, il est bien difficile de ne pas reconnaître dans la scène du folio 2 le roi Charles VI à un moment précis, au moment où il rencontre Isabeau de Bavière 20 ans plus tôt. Donc, on peut dater cette scène exactement du 17 juillet 1385. Elle a 15 ans, il a 16 ans. Leur mariage est un des plus arrangés qui soit, parce qu'il doit tenir compte à la fois du conflit avec l'Angleterre, du grand schisme d'Occident, des relations diplomatiques avec le Saint-Empire romain germanique, mais aussi de l'équilibre européen qui est mis à mal par l'expansionnisme milanais en Italie du Nord. Et l'option des noces avec l'héritière à la fois de la puissante famille bavaroise des Wittelsbach et des Visconti, devenus ducs de Milan, elle est la petite-fille de notre vieux pote Bernabo Visconti, cette option était la plus sérieuse parmi les stratégies complexes d'échange de princesses élaborées par le gouvernement des oncles de Charles VI,
Et en particulier, parmi eux, le duc de Bourgogne, Philippe II, y avait tout intérêt. C'était, dit sobrement Froissart, le mariage le plus profitable et le plus honorable pour la cause des alliances. C'est donc un mariage on ne peut plus politique, si politique qu'il en déroge aux règles communes de la diplomatie matrimoniale, un mariage célébré à la hâte, sans contrat, sans dot, sans échange d'ambassadeurs et presque sans festivité. Et voilà pourquoi la tradition narrative enrobe cette transaction de différents récits qui en exagèrent la dimension sentimentale, amoureuse. La première, c'est cette légende colportée par Michel Pintouin, auteur retrouvé de la chronique du religieux de Saint-Denis, que le jeune roi aurait eu à choisir entre 3 princesses d'Autriche, de Lorraine et de Bavière, et qu'il aurait choisi sur portrait. Bon. Peu probable. La seconde, c'est la description de cette première rencontre. La princesse bavaroise a été parée et préparée en Hainaut durant tout le printemps 1385. Elle apprend en accéléré, dit Froissart, toute manière et contenance nécessaires à la vie dans la cour de France. Et la veille de la rencontre, on apprend que le jeune Charles VI, qui était de santé très fragile, qui a effectivement déjà des troubles psychologiques, est très nerveux, qui dort mal, qu'il est inquiet. Voilà, en même temps, pourquoi pas, hein. Le jeune, elle lui est présentée, et à ce moment-là, Isabeau s'agenouille, baisse les yeux, et lui, écrit Froissart, la regarde de grande manière. En ce regard, plaisance et amour lui entrèrent au cœur, car il la vit belle et jeune, et s'y avoua grand désir, eut voir et de la voir. Alors évidemment, une sorte d'événement people dans la cour de France. Aussitôt, ça chuchote, ça frémit, on croit assister effectivement en direct à un coup de foudre, et pourquoi pas, hein, au fond. Olivier de Clisson glisse à l'oreille d'Enguerrand de Coucy, « Cette dame va nous demeurer, le roi, rien peut ôter ses yeux. » Alors, assiste-t-on vraiment en direct à un coup de foudre? Évidemment pas. Être politique avec l'amour, c'est sans doute se maintenir à distance de toute naïveté. Mais en même temps, c'est aussi reconnaître la force politique de l'amour. C'est aussi affronter sa puissance d'effraction, cette violence que seuls les poètes décrivent avec exactitude, notamment André Breton dans L'Amour fou, lecteur des troubadours, amoureux du fin amour, qui y reconnaissait l'infracassable noyau de nuit. Et l'infracassable noyau de nuit, c'est toujours une histoire deuil. Il suffit pour en prendre la pleine mesure de laisser glisser son regard à droite de l'image. À côté de ces adolescents empruntés qui brûlent d'à peine se regarder, l'étreinte plus franche de 2 hommes. Le plus jeune est également coiffé de guirlandes. Il en empoigne brutalement un autre. Il glisse même sa main sous son capuchon. Qui sont-ils? On peut penser au frère du roi, Louis d'Orléans, assassiné en 1407, auquel la propagande bourguignonne attribuait des amours scandaleuses, avec des hommes, bien sûr, de la cour, mais aussi avec la reine Isabeau. Mais peu importe, au fond. Ce que l'on doit reconnaître ici, ce ne sont ni des types, ni des personnages, mais bien au-delà des scènes de badinage équivoques qui peinent à euphémiser le sexe, l'évocation de l'explosivité du désir. Voyez ici ces hommes sauvages qui enflamment les imaginations. Et cette jeune fille qui tord le nez, dit prudemment le catalogue d'un faune hirsute, moi je vois qu'elle lui prend l'œil. Car il s'agit toujours de ça. Je ne vous parle que de cela. On l'euphémise en disant « regard », mais c'est une histoire de l'œil, au sens de Georges Bataille. C'est elle qui nous requiert, pourvu que l'on accepte de suivre la leçon du grand historien de l'art américain Michael Camille, qui savait aller dans les marges, dans les backrooms des manuscrits médiévaux pour
comprendre effectivement cette puissance d'effraction. Et là, on n'a pas besoin d'aller dans les marges, il suffit simplement de regarder l'ensemble de cette scène, et on verra ensemble comment on peut déjà la dire, au mot affectivité amoureuse. Voilà. Bon, en tout cas, il y a là un tableau d'ensemble, je dirais, de la puissance du désir. Et donc, c'est donc en suivant les suggestions de Michael Camille, et au-delà de cette historiographie, disons, queer, qu'il nous faudra pluraliser les politiques de l'amour, y compris jusqu'à l'obscène. Histoire de l'œil, ai-je dit, au point qu'André Le Chapelain, auteur d'un paradoxal traité de l'amour qui nous arrêtera longtemps, doutait que les aveugles puissent ressentir le désir amoureux. Histoire d'image, par conséquent, puisque cette cristallisation stendhalienne donne à imaginer la dame de ses pensées, un fantasme au sens de la philosophie arabo-latine, une image duquel je suis séparé, je suis condamné à jouir de cette séparation, ce que les théologiens et les poètes courtois appellent la delectatio morosa, mais qui n'a, je vous assure, rien de morose. Et cela aussi, on en parlera cette année. Une image, oui, évidemment, inaccessible, qui fait dire à Roland Barthes, l'image, c'est ce dont je suis exclu. Voyez par exemple cette page enluminée du livre du Voirdie de Guillaume de Machaut, encore lui, dans un superbe manuscrit en grisaille dessiné du vivant de Machaut, sans doute dans les années 1370, et qui est l'un des manuscrits de référence pour l'établissement du texte, le livre du Voirdie. Ce calligramme somptueux, où les spécialistes d'ailleurs peinent à départager la confidence de l'allégorie, décrit les amours d'un poète vieillissant avec une bien plus jeune que lui, nommée Toute-Belle. Mais c'est elle qui, la première, lui a déclaré sa flamme, elle qui lui a même écrit un rondeau, même si on se doute qu'elle est d'abord tombée amoureuse d'une renommée littéraire. Comme l'écrit Jacqueline Cerqueglini-Toulet, la grande spécialiste et l'éditrice de ce texte, le Voirdie est l'histoire d'un amour qui se vit et d'un livre qui se fait, d'un amour qui se doit de continuer pour que le livre s'écrive. Mais comment faire ? De cette Toute-Belle, le poète n'a que l'image, qu'il adore, vous le voyez, littéralement comme une idole, enfermée dans un coffre. Elle se modifie sous son regard, ainsi quand il rêve qu'elle lui est infidèle, sa robe tourne au vert, couleur de l'inconstance. Et voyez comme le poète en touche le cadre, comme pour désigner la nature de simulacre de l'objet désiré. Cette image n'est pas seulement un reflet de l'amour, c'est l'amour tout entier, en tant qu'il s'absorbe dans l'image, une image qui est close comme un reliquaire, puisque le texte joue de ces effets de réclusion et de confinement dans le secret d'une chambrette, qui est aussi une chambre d'écho de sa puissance littéraire, ainsi que le remarque Alain Corbellari dans un article tout récent. Mais l'image de la Toute-Belle réclame d'être défermée. Entendez qu'on la délivre. Comment prendre la tangente ? On peut suivre, oui, le chemin que parcourt cette image, dont on comprend qu'elle figure aussi le fantasme de ces portraits princiers messagers des mariages obligés, arrangés, politiques dont je parlais. Suivre le transport de cette image vers une autre, et toujours en suivant Michael Camille dans un autre livre qui a été traduit en français sous le titre « L'art de l'amour au Moyen-Âge, objet et sujet du désir ». Et se laisser mener jusqu'à ce plateau de naissance, ou plateau d'accoucher, desco da parto, qui figurait ce que Christiane Clapiche-Zuber a appelé les noces feintes des patriciats florentins de 1400. 6 amants légendaires, agenouillés dans un jardin luxuriant, matent une Vénus qui flotte au-dessus d'eux, comme la Vierge, dans une mandorle, profanant, là encore, l'imagerie pieuse. Ce ne sont pas n'importe qui, ce sont les plus célèbres des amoureux antiques ou chevaleresques qui identifient les insignes de leurs vêtements, soit tour à tour Achille, Tristan, Lancelot, Samson, Paris et Troilus. Et, bon, évidemment,
Donc vous ne voyez peut-être pas très bien, si vous les voyez, ces rayons dorés. À la question « Qu'est-ce que vous regardez en premier dans le corps d'une femme ?» Le rayon doré que projettent leurs yeux, trahit une réponse qui a au moins le mérite de la sincérité. Mais ici, qui domine qui? Les lignes du regard sont ici également les rayons d'un soleil qui tombe sur la terre et frappe le visage des hommes soumis. Voici donc une version médiévale de l'origine du monde. Le sexe de la femme éclaire le monde. Et c'est l'objet du désir qui prend alors les pleins pouvoirs sur les hommes, si faibles, malgré leurs grands airs héroïques. Et alors on a envie de se souvenir des chansons de Jean-Louis Murat, pour dire aux hommes faibles comme moi que son nom n'est pas amour, que Dieu ne nous garde pas d'en rêver un jour, dit que le chagrin est sur moi comme pluie, nuit et jour, et que finiront lâches comme moi ceux qui croient en l'amour. Je pourrais continuer, pour dire aux hommes faibles, fiers comme moi, qu'il n'y a rien à chanter, ni le coup de rein, ni l'effroi de la bête entravée. Oui, sans doute. Oui aussi, mais revenons sur terre. Qu'est-ce qu'un plateau de naissance? C'est d'abord, et je suis toujours ici les travaux de Christiane Clapis-Zuber, historienne des rigueurs lignagères d'un patriciat florentin toujours soucieux d'assurer d'abord la stabilité de la maison et du nom, c'est d'abord donc un objet fonctionnel qui prend son sens dans un rituel matrimonial. Ces deschi da parto étaient toujours offerts à l'accoucher par le mari, ses amis, ses alliés, à l'occasion de la naissance du premier fils, et seulement du premier fils. C'est le cas ici dans cette fresque peinte par Ghirlandaio, où l'on voit des nobles dames rendre visite à Élisabeth, la jeune mère du futur Saint Jean-Baptiste, suivie d'une servante qui porte ce type de plateau sur la tête, et ce plateau, le plateau des accouchés, est garni des fruits, des victuailles recommandés par les médecins pour revigorer l'accouché. Et d'ailleurs, l'usure des rebords de la soixantaine de plateaux que nous avons conservés montre qu'ils ont été vraiment utilisés ainsi. Scène de femmes, mais rituels et imaginaires d'hommes. Ces plateaux pouvaient être ornés de scènes courtoises ou mythologiques, exaltant en même temps les vertus et les plaisirs du mariage. Nous parlons donc d'une iconographie conjugale qui, comme celle des cassoni, ces coffres de noces, et peint le plus souvent par les mêmes artistes, célébrait l'amour dans le mariage. Étrange invention, là encore, dont nous aurons à reparler. L'amour dans le mariage. Cette iconographie exaltait donc en même temps la capacité génitrice de l'épouse, en même temps qu'elle ennoblissait les appétits sexuels de l'époux. Ainsi, dans le dernier, là, en bas à droite, ce plateau peint vers 1420 par Bartolomeo Fruosino, l'un des spécialistes du genre, on voit un jeune garçon nu, posé dans un verger fleuri, flanqué des armoiries des deux familles dont il est issu. Il a au cou le pendentif de corail qui le protège contre le mauvais œil, et pensif, il tripote sa fine baguette, levant les yeux au ciel, vers la devise qui ose sans vergogne la délicate formule « avoir un garçon, c'est comme pisser de l'or ». Alors, avec toutes ces images en tête, revoyons à nouveau celle-ci. Même si elle renverse apparemment le rapport de domination, une femme puissante éclabousse le monde de sa beauté. C'est de son sexe que rayonne la force domptant ces prétendus héros qui en restent littéralement sur le cul, assis dans les fougères. La pauvre Vénus apparaît vulnérable dans son triomphe. Elle est épinglée au ciel, littéralement, comme une pin-up. Et si l'on tente de la voir maintenant telle que la découvrait, allongée dans ses couches, épuisée sans doute, la première destinataire de cet objet, car c'est un objet, sans doute n'est-ce pas d'abord au désir sexuel qu'allaient ses pensées, ni à la puissance toute politique que ce désir lui confère sur les hommes, mais à l'amertume, sans doute, de voir ses souffrances et ses peines toujours renversées en images de gloire, et ce, pour le plus grand profit, sinon pour le plaisir, de l'ordre des pères.
Alors, ce que je vous propose cette année, c'est de se réveiller. Et mieux encore, de rester éveillé. Wake up, stay woke. On dit comme ça, en anglais. Et voilà pourquoi ce cours sera suivi, à partir de la fin avril, par un séminaire organisé avec mon collègue et ami François Foronda, l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, historien de la monarchie castillane, et notamment de ce lien d'amour et de proximité qui instaure la privanza. Ce séminaire sera consacré à penser le rapport entre l'énergie du désir amoureux et l'émergence de la conscience politique sous le titre « Les littératures du réveil ». Son programme vous sera communiqué très prochainement, mais voilà en avant-première l'image qui ornera l'affiche « Le réveil d'entendement ». Cette enluminure se trouve dans un manuscrit d'Alain Chartier, l'un des auteurs de la fin du Moyen-Âge chez lequel s'observe le mieux ce passage entre les arts de gouverner et les arts d'aimer, et ce notamment au travers de la politisation de ces motifs courtois que sont le débat et le rêve. C'est qu'il y a une excitation commune au sexe et à la politique, qu'il métaphorise notamment dans ce texte de 1423 qui s'appelle précisément le débat de réveil matin. Il y place l'éveil du désir érotique et de la conscience politique dans l'entretemps, le battement incertain entre deux rêves. Après minuit, entre deux sommes, lors qu'amour les amants éveillent. Tel est l'incipit du livre, mais je lis les vers suivants. Après minuit, entre deux hommes, lors qu'amour les amants éveillent, en ce pays-ci où nous sommes, pense-toi ou lis, ainsi qu'on veille, quand on a la puce en l'oreille. S'y écoutaient deux amoureux, dont l'un à l'autre se conseille du mal dont il est douloureux. L'historienne Emma Cayley a relevé que cette invention poétique du XVe siècle, avoir ou mettre la puce à l'oreille, dont notre langue garde la mémoire sans la comprendre, disait en elle-même cette ambivalence entre le rapport amoureux et le lien politique. L'oreille en question, qui rime si aisément avec veille, éveil et en sommeil. Cette oreille, donc, dès lors qu'elle est titillée par le petit doigt, euphémise aisément le sexe féminin. Quant à la puce en cette oreille, je vous laisse y songer. Et je vous promets que je ne vous parle plus de peste, plus du rat, plus ça. Parce que la métaphore s'y dégenre dans le tiers-livre de Rabelais. « J'ai la puce en l'oreille, je me veux marier », dit Panurge. Et elle devient plus explicite encore dans les contes et nouvelles de La Fontaine. « Fille qui pense à son amant absent, toute la nuit, dit-on, a la puce à l'oreille, et ne dort que fort rarement. » L'amoureuse veille, donc. Et là encore, c'est la langue qui nous met la puce à l'oreille en nous rappelant qu'en français, la veille dit à la fois l'absence de sommeil, la vigilance et l'antécédence. Je vous renvoie sur ce point au beau livre récent de Jean-Baptiste Brenet, « Demain la veille », ce qui signifie dans l'ordre du politique, c'est-à-dire dans l'art de ne pas manquer le temps qui reste, de donner à voir un futur qui n'est pas toujours renvoyé à plus tard, mais dont on pourra dire « il est grand temps, c'est pour bientôt ». Donc il s'agira de ça, cette année, encore. Penser les politiques de l'amour depuis le Moyen-Âge, en affrontant, on en prendra la mesure progressivement, une très vaste littérature renouvelée par les apports récents de l'histoire des émotions, du genre, de la subjectivité, de la sexualité. Et ce, toujours dans la perspective de pluraliser l'histoire des pouvoirs d'une réforme à l'autre, d'une renaissance à l'autre, du XIIe au XVIe siècle, au moment où les langages de l'amour envahissent les littératures européennes pour y former ou y conformer, c'est du moins l'hypothèse de départ, une langue commune du régimen, de l'art de gouverner, qui se développe au bord du théologico-politique. Je ne dis pas en dehors, je dis au bord. De ce point de vue, le cours de cette année prolonge les enquêtes précédentes sur les fictions politiques, puis les expérimentations politiques. Fiction, fantasme, fantaisie. Dans un livre récent qui vient d'être traduit en français sous le titre « Love », histoire d'un sentiment, Barbara Rosenwein, la grande historienne des émotions médiévales,
propose une archéologie de nos imaginaires amoureux en tentant d'y repérer la persistance de motifs narratifs qui persisteraient et qu'elle hésite à appeler fiction ou fantasme, se décidant finalement à les traiter de manière sans doute un peu lâche, de fantaisie, suivant leurs variations comme des fugues musicales. Alors le sujet s'y prête, sans doute, mais j'aimerais trouver avec vous un style de recherche qui fasse consonner en lui-même art d'aimer et art de gouverner, et que ces amours ne deviennent pas moins poétiques en se révélant plus politiques. Et c'est pas si simple parce que, vous le voyez, la mièvrerie n'est jamais très loin. Depuis qu'une certaine historiographie s'est laissée un peu étourdir par son tournant émotionnel, on peine aujourd'hui à retenir ses larmes devant la découverte d'un roman arthurien ou des lettres d'amour écrites par des femmes de marins. Alors, même s'il s'agit moins ici d'exprimer une pratique de l'histoire qu'une habile manière de la promouvoir, le sujet de l'amour nous préserve jamais tout à fait d'une forme de sentimentalisme. Et surtout pas moi, qui ai un petit peu un cœur de midinette, mais je le sais, je me surveille. Je compte sur vous pour m'en préserver. On retrouve d'ailleurs cette affectivité. Pour moi, c'était ça, le plaisir d'aller rechercher dans la bibliothèque, dans mes bibliothèques, mes livres d'adolescents, quoi. Denis de Rougemont, L'amour en Occident. Alors ça, c'est quelque chose. Je vous en parlerai la fois prochaine ou celle d'après, mais enfin, le redécouvrir aujourd'hui, ça fait drôle. Et même, d'une certaine manière, les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, publié en 1977 et qui accuse un peu son âge. Roland Barthes y entend se porter au secours d'un discours amoureux parlé par beaucoup, mais soutenu par personne, et par conséquent, dit-il, d'une extrême solitude, parce qu'ignoré ou moqué par les langages environnants, et, je le cite, coupé non seulement du pouvoir, mais aussi de ses mécanismes, science, savoir, art. Et si l'amoureux peut être dit fou amoureux, c'est parce que est fou celui qui est pur de tout pouvoir. À lire ces pages aujourd'hui, il est difficile de ne pas entendre par derrière le grand rire de Michel Foucault, alors engagé dans son histoire de la sexualité, 1977. Et ce, d'autant plus que 1977, c'était aussi l'année de parution d'un livre qu'il est également assez étrange, je ne vous le cache pas, de relire aujourd'hui, Le Nouveau désordre amoureux, signé par deux camarades d'Hippocagne, alors âgés de 28 ans, Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut. Disons qu'ils ont beaucoup changé depuis. Tout en symétrisant leurs attaques contre les puritains et les apôtres de la libération sexuelle, ils affirmaient que celle-ci, la libération sexuelle, ne deviendrait vraiment émancipatrice que si elle s'ouvrait plus largement encore à toutes les pratiques sexuelles minoritaires. Et ils les décrivaient. Et prenaient acte de l'affaissement du pouvoir masculin. Il s'agit, écrivent nos deux jeunes philosophes fougueux, de cesser de croire que nous resterions pour l'éternité de tristes machines à pénétrer. Parfait. Et d'accueillir en nous cette turbulence du féminin, si inquiétante soit-elle. Ben oui, parce qu'il n'était pas pleinement rassuré non plus, on l'entend. Je cite encore, « Nous aimons les femmes comme de nouveaux envahisseurs qui ne légifèrent pas notre désir, mais le délivrent. Nous ne demandons rien de mieux que ce saccage de nos forteresses, de nos dépravations de conscrits. » Bon, c'est quand même étrange, c'est cet imaginaire renversé de la pénétration et de l'invasion. Mais tout cela, ce qu'ils appellent l'histoire de l'effémination du corps masculin, ne fait que commencer, écrivent-ils, et les derniers mots du livre sont « En vérité, nous n'avons rien vu. Nous n'avons encore rien vu. » Et sur ce point, on ne peut pas leur donner tort. Car ce sont bien les luttes féministes qui, depuis une vingtaine d'années, et peut-être plus encore, ont contribué à repolitiser la question de l'intime. Aussi y chercherai-je un peu systématiquement des ressources pour redéfinir les politiques de l'amour. On pense en particulier à la grande penseuse afroféministe Bell Hooks, très influente dans le monde, et qui a largement contribué à relégitimer politiquement la revendication par les femmes d'un amour considéré comme acte et non comme sentiment. Je la cite, « Nous pouvons parler de notre désir de pouvoir, mais pas de notre désir d'amour. Celui-là doit rester secret.
le formuler, ce serait se ranger du côté des faibles, des tendres. Et vous voyez aussi, c'est ça quand on lit Bell Hooks, on est peut-être aussi un peu surpris par ce ton un peu de développement personnel, que là encore, on n'est jamais très loin des fleurs bleues. Au fait, l'eau de rose, on s'en doute un peu, mais savez-vous d'où vient cette expression « fleur bleue » ? D'un roman de Novalis, paru en 1802, Henri d'Ofterdingen, qui raconte les amours éthérés d'un Minnesänger du XIIIe siècle, parce que dans la poésie lyrique en langue allemande, die blaue Blume, la fleur bleue, symbolise l'amour éternel. Ce n'est donc pas fleur bleue une expression médiévale, mais une expression médiévaliste. Voilà pourquoi le roman que Raymond Queneau publie en 1965 s'appelle « Les fleurs bleues », parce qu'il se situe entre le Moyen-Âge et nous, parce qu'il pense que ce qui nous sépare et ce qui nous relie, ce sont les mots de l'amour, que l'amour se dit par les mots, que les mots font l'amour. Les mots font l'amour, et y compris les mots du Moyen-Âge et les mots d'aujourd'hui. On y reviendra dès la semaine prochaine. Je me souviens que Gérard Ripp, auprès de qui j'ai appris l'histoire médiévale à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avait malicieusement glissé la référence des fleurs bleues de Raymond Queneau dans la bibliographie de sa thèse d'État monumentale et austère, tout de même, Padoue et son Contado, qui est paru en 2003, 4 ans après sa mort. Et cette petite subversion bibliographique avait rencontré l'incompréhension et même en fait l'hostilité générale du milieu des médiévistes. Il est temps pour moi de tenter d'en percer le sens. Le 25 septembre 1264, au petit jour, le duc d'Auge se pointa sur le sommet du donjon de son château pour y considérer, un tantinet soit peu, la situation historique. Elle était plutôt floue. Des restes du passé traînaient encore çà et là en vrac. Voilà comment débute le roman de Raymond Queneau, Les fleurs bleues. Se succèdent des personnages qui traversent les temps par le songe en rêvant les uns des autres, si bien qu'on ne sait bientôt plus qui rêve à qui, de ce duc d'Auge du XIIIe siècle ou de Cidrolin qui vit aujourd'hui sur une péniche. Nous en sommes là, sans doute. Une situation historique aujourd'hui plutôt floue, où l'on ne sait comment faire le tri dans le vrac de ces restes du passé qui traînent çà et là. Et je me dis alors qu'en choisissant l'amour après la peste, je ne fais pas seulement que de la contre-programmation. Certes, les politiques de l'amour, ce n'est pas exactement ce qui domine le monde aujourd'hui. Au moins, on ne m'accusera pas d'opportunisme, mais après tout, quand j'avais choisi de travailler sur la peste noire, c'était aussi pour l'inactualité de ce thème. On n'en parlait pas beaucoup dans le récit historien, on savait que ça avait existé, mais on n'en faisait pas grand cas. Puis il y a eu le Covid, mais c'est moi qui ai eu l'idée en premier. Je me suis tué à vous l'expliquer pendant 2 ans et je ne sais pas si vous m'avez cru. En tout cas, si ce sujet est devenu actuel, c'est par une effraction brutale du présent dans le passé. Et si j'ai peut-être tant de mal à écrire aujourd'hui le livre qui doit en sortir, c'est peut-être parce que j'attends que la tempête épidémique soit redevenue inactuelle, que ce que Guillaume de Machaut appelait dans son poème « la morille » soit à nouveau encagée. Alors qui sait, avec ces politiques de l'amour, on aura peut-être, demain la veille, une bonne surprise, ça reviendra peut-être. Ce sont mes vœux, tiens, j'avais oublié. Vous croyez, c'est dire comme j'y crois, à la bonne année. Tous mes vœux et à la semaine prochaine.